Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes locales et régionales de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Victime de son succès, la ville de Bordeaux voit les projets immobiliers se multiplier sur son territoire. Une bonne nouvelle pour l'économie locale, mais aussi des nuisances pour les habitants. Reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, dans un instant. Et puis vous découvrirez la passion étonnante d'un habitant de la Loire, les briques. Un retraité les collectionne et les expose dans un musée. 1000 briques y sont réunies. Un reportage de TL7, la télévision de la Loire. Enfin, fleurs et verdure, nous accompagnerons en fin de journal avec en Savoie un jardin des 5 sens où 1500 variétés de plantes sont entretenues et exposées aux visiteurs. Conséquence de son attractivité, la ville de Bordeaux se trouve dans l'obligation de construire de nouveaux logements pour répondre à la demande, bien sûr. Le Belvédère, Bastide-Niel, Brazza, autant de nouveaux quartiers qui voient le jour à une vitesse grand V dans la Cité du Vin. Et si la tendance Bordeaux peut sembler bénéfique, notamment pour l'économie, elle n'est pas sans effet sur la qualité de vie des habitants. Un décryptage avec Baptiste Mouget pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. À Bordeaux, les bâtiments en construction font partie du paysage. Ce sont quelques 6400 ménages supplémentaires qui s'installent de part et d'autre de la Garonne chaque année. Pour les loger, ces chantiers se multiplient et impressionnent les riverains. Ça fait quand même beaucoup, même je trouve que c'est quand même pas mal espacé. Je veux dire, c'est des villes dans la ville en quelque sorte avec ces nouveaux quartiers. Mais oui, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. J'étais très impressionné à partir de Stalingrad, donc après le pont de pierre, toutes ces constructions. C'est trop. C'est dommage. Ça amène les bouchons, la pollution. Promoteurs immobiliers et constructeurs le martèlent, bâtir à Bordeaux est une nécessité, voire une urgence, au risque de vivre une crise sociale du logement. Objectivement, il conviendrait de réaliser entre 7500 et 10 000 logements neufs par an sur le territoire. Construire moins, non, car ce serait une hérésie, notamment sur le plan social. Il y a des fortes demandes, notamment de logements sociaux, mais construire mieux, nous sommes prêts à relever ce défi. Flux migratoire, étudiants diplômés en quête d'emploi, Bordeaux et ses alentours paient son attractivité, mais derrière cet afflux de population, la ville doit s'adapter. Quand les gens disent « on s'est trop développé, ça génère trop de circulation, de congestion », c'est vrai, cette congestion circulatoire, elle est présente. Pour autant, c'est un fait qui est assez habituel. Une agglomération a tendance à se congestionner. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement de lutter contre la congestion pour la supprimer, mais c'est d'inventer des politiques urbaines pour la réguler. Covoiturage, tramway ou transport collectif sur la rocade, ce sont les pistes évoquées par cette agence d'urbanisme pour les déplacements au sein de la métropole. 58 000 familles sont encore en attente de logements sociaux en Gironde. Après 2 expériences déjà lancées, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine a installé une nouvelle bouée lestée au milieu du lac de Gérardmer. Le dispositif, qui comporte 17 sondes, permettra de mesurer et d'étudier les variations de température de l'eau à différentes profondeurs, et ce, durant les 5 prochaines années au moins. Une expérience pour déterminer l'impact du réchauffement climatique sur la répartition de l'oxygène dans l'eau. Un reportage d'Arsène Gay et d'Hélène Leplat pour Vosges Télévisions. Est-ce qu'on se ravance un peu parce que tu vois, il y a la grosse cabane aussi là-bas. En vrai, on est pas mal, on va avancer encore un peu. Oui, encore un peu. Il fallait bien encore quelques coups de rame pour arriver à bon port, ou plutôt en plein milieu du lac de Gérardmer, car les approximations n'étaient pas une option il y a quelques jours lors du lancement officiel d'une expérience scientifique sur le plan d'eau, un projet matérialisé par cette bouée bien plus sophistiquée qu'il n'y paraît. On a mis un dispositif de suivi des températures en fait dans l'eau. Donc il s'agit d'une bouée. Dessus, on a un premier câble lesté en fait qui va retenir la bouée à son emplacement qu'on a choisi. On a choisi de la mettre à l'emplacement qui est le plus profond. Donc dans le lac de Gérardmer, c'est 35 mètres. Et sur un autre câble qui est toujours retenu à la bouée, qui est lesté aussi, on a toutes les sondes. Les sondes, on en a 17 dans ce lac. Elles sont toutes espacées d'1 mètre jusqu'à, on va dire, 10 mètres de profondeur. Et ensuite, elles sont espacées tous les 4 mètres parce que du coup, on a une variabilité de la température à cette profondeur-là qui est moindre, donc on a moins besoin de précision. La bouée et ses 17 sondes ont donc bien été larguées au plus profond du lac de Gérardmer. Cette expérience s'inscrit dans un projet plus vaste concernant également les lacs de Retournemer et Longemer où les mêmes dispositifs avaient été installés quelques jours plus tôt. Un système de mesure qui relèvera les variations de température de l'eau pendant les 5 prochaines années, des données qui permettront d'analyser la stratification du lac.
Quand on arrive à l'automne, les températures de l'air se refroidissent, la température de l'eau sur la première couche se refroidit aussi, et donc ça va densifier l'eau. L'eau qui est plus dense, en fait, elle va avoir tendance à couler, elle va pousser les eaux du fond vers le dessus, et du coup ça va occasionner un mélange. Le mélange là, il est vraiment important pour redistribuer l'oxygène, mais aussi les nutriments, etc. Et c'est surtout aussi, ça permet de rafraîchir toute la colonne d'eau. Un événement naturel biannuel essentiel à la vie aquatique et qui est donc menacé par le réchauffement climatique. Avec des couches d'eau en surface de plus en plus chaudes, le mélange pourrait ne plus s'opérer au sein du lac. Un danger réel déjà constaté à Retourne-Mer où des universitaires de Besançon avaient par le passé effectué quelques relevés. Si ce mélange se fait mal, ça risque d'occasionner pas mal de problèmes en fait, dans le lac, notamment une zone au fond du lac qui pourrait se retrouver sans oxygène. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'êtres vivants qui vivent à cette strate-là parce qu'il n'y a pas les rayons lumineux qui viennent, mais on a notamment des poissons qui passent une partie de leur vie et du coup si cette zone elle risque de grandir petit à petit, on va avoir de plus en plus en fait, d'êtres vivants qui vont être impactés. La faune mais également la flore pourraient très vite se retrouver menacées. Dans un mois, les membres du conservatoire reviendront sur le lac afin de vérifier le bon fonctionnement des sondes enregistreuses. Une précaution qui deviendra semestrielle et permettra de commencer à étudier les premières variations de température qui seront rapidement rendues publiques. Cependant, si les nouvelles sont mauvaises, le champ d'action sera plus que restreint avec pour seule possibilité de sensibiliser les habitants à l'impact du réchauffement climatique. Vous avez sûrement remarqué cette tendance sur vos écrans. Les émissions de survie se multiplient à la télévision et les amateurs sont nombreux à vouloir s'y essayer. Le Tarnais Alexandre Sanche a lancé il y a quelques années Immersion Break Nature. Il propose l'apprentissage de techniques pour survivre en pleine nature. Marie-Laure Lejeune et Maëlys Figuier ont testé pour vous à Montance, dans le Tarn, l'un de ces stages pendant une journée entière. Regardez. Ah ouais. Super, allez, ouais. Première chose qu'il faut savoir pour survivre en pleine nature, faire le feu. Grâce à cette pierre à feu, il sera plus facile d'allumer cette herbe sèche, mais d'autres combustibles sont encore plus efficaces, comme la gale de chêne. Mais quand ça prend, ça prend. Voilà. Il faut avoir des bons poumons. Là, on va voir ceux qui fument. Quand vous commencez à avoir une flamme, vous prenez votre combustible et vous le retournez. Il ne faut pas sauver dessus parce que du coup, tu le prends. Voilà. Voilà. Ça, c'est. Ouais, c'est bon. Guillaume, pourquoi vous êtes tous inscrits à ce stage de survie ? C'était pour apprendre quelques techniques basiques. On est beaucoup à bien aimer faire de la randonnée. Donc c'est vrai que c'est quand même sympa de savoir faire des choses assez simples si jamais on a besoin. C'est très énergivore. Il faut savoir être précis, savoir comment on va le faire, s'entourer de choses qui sont confortables, se mettre à l'abri, etc. Et donc il y a toute une procédure. Le bambou et surtout l'écorce de bouleau sont aussi de bons combustibles. Qu'importe la technique, la patience est nécessaire. Après l'entraînement, c'est maintenant l'heure d'allumer un feu en conditions réelles sur le sol. J'essaie de récupérer un peu des brindilles, des bois de différentes tailles pour on va dire les mettre au fur et à mesure que mon feu augmente. Donc on va essayer. Hein. C'est aussi l'occasion de se dépenser avec une épreuve sportive, celle du cochon pendu. C'était difficile surtout vers la fin, mais en règle générale ça fait beaucoup travailler les avant-bras. Et sur les derniers exercices, notamment quand on doit toucher l'arbre avec les deux pieds, on a vraiment la sensation d'aller tomber et de plus avoir la force de pouvoir se maintenir sur la corde. Et pour les plus téméraires, Alexandre Sanche propose des sorties en pleine nature de 3 jours dans les Pyrénées en toute autonomie. Ah, déjà t'as fait 3 cm là. Ils font partie des anges gardiens qui ont veillé sur vous pendant tout votre été. Les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer, aussi appelée SNSM, reconnaissables à leur gilet orange, sont présents sur toutes les côtes françaises. Et en Corse, l'antenne locale est à la recherche de bénévoles pendant les vacances d'été, bien sûr, mais aussi pour l'arrière-saison, très développée sur l'île de Beauté. Écoutez à ce propos le responsable de l'antenne locale de l'association, Nicolas Lavigne. Nous, localement, on n'a pas beaucoup de gens qui sont issus de l'île. Maintenant, ce n'est pas propre à toutes les stations SNSM. Je pense que parce que les situations de saisonnalité ou quelque chose comme ça qui font que les gens n'ont pas le temps l'été de venir nous filer un coup de main à la SNSM. En profil, bien sûr, on va chercher des gens qui vont sortir durant l'émission pour assister les personnes en mer. Mais on aura aussi besoin de gens qui vont maintenir le matériel en état, que ce soit des mécaniciens, des électriciens. Maintenant, on commence à avoir pas mal d'informatique sur le bateau, donc même des informaticiens nous seraient utiles. Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues. Une belle histoire et une passion à présent dans cette édition. Jeanne, 84 ans, habitante de Saint-Malo, est connue pour son amour des fleurs.
Tellement amoureuse et passionnée qu'elle participe depuis 20 ans désormais au fameux concours local des Maisons Fleuries. Son histoire racontée par la rédaction de TVR à Rennes. Alors cette année-là, j'étais première à Saint-Malo et troisième du département. À 84 ans, Jeanne est une grande habituée. Cette année encore, elle participe au concours des Maisons Fleuries de la ville de Saint-Malo et elle fête même ses 20 ans de candidature. Pour moi, c'est vraiment une passion et ça m'aide dans les moments difficiles de la vie. Hein. Comme tout le monde, on a tous nos misères. Et bien moi, je me suis ressourcée avec mes fleurs. Si la Malouine participe chaque année pour se perfectionner, les fleurs, c'est avant tout pour elle le moyen de créer du lien. Je fais plaisir à ma rue, hein. Pas forcément qu'à ma rue, mais tous les gens. Quand est-ce que tu mets tes fleurs? On me les demande, hein. Parce que les gens ils viennent, ils prennent des photos. Hein. On me donne des petits conseils aussi. Les gens participent avec moi. Oh non, moi je suis heureuse avec mes fleurs. Comme Jeanne, 78 autres Malouins ont participé au traditionnel concours en 2019. Balcons, fenêtres et jardins fleuris visibles depuis la rue peuvent donc candidater, et ce depuis 40 ans. Mais cette année, le rendez-vous connaît quelques changements avec la mise en avant de la biodiversité. Il y a une vraie prise de conscience et on veut que les Malouins soient vraiment acteurs de l'embellissement de la ville, mais également de la restauration de la biodiversité en ville. Il s'agit vraiment de mettre la nature en ville, de développer toutes les plantes mellifères, par exemple, la bourrache, la vipérine, la facélie. Allez, partons dans la Loire maintenant pour faire connaissance d'un drôle de collectionneur aussi. Paul Robert, retraité, collectionne, lui, les briques. Il en conserve plus de 1000 dans un musée dédié à Champdieu. Une véritable passion, un désir de sauvegarder aussi un savoir-faire, les briqueteries. Un sujet de Morgane Cross pour TL7, la télévision de la Loire. Bienvenue au musée de la brique. Vous êtes ici dans les cuisines du prieuré bénédictin de Champdieu, qui a été investi par les briques il y a une trentaine d'années. C'est un endroit rare en France, un lieu exclusivement dédié aux briques en argile. À ce jour, environ 1000 briques sont répertoriées et classées dans ces pièces du prieuré de Champdieu. Les briques qui sont là sont des briques de construction qui servaient à tous les usages des bâtiments publics ou privés. Paul Robert les a rangées par pays ou par région d'origine, toutes estampillées du nom de l'usine où elles ont été fabriquées. Cette passion pour les briques est née un peu par hasard. L'idée de collectionner les briques, au départ, ce n'était pas une collection, ça a été un ramassis de briques parce que j'ai trouvé que c'était des choses superbes. Et c'est alors qu'il tombe sur une brique marquée et commence alors son investigation. Elle était marquée « La Corée Champdieu ». J'ai dit, la Corée, oui, je sais où c'est, mais Champdieu, la briqueterie, je ne sais pas. Et on a trouvé la briqueterie où se faisaient les briques Saint-Rat, qui sont ici, à Champdieu. Alors j'ai voulu en savoir plus, je suis allé sur le site et on a découvert un lieu passionnant. De cette trouvaille, Paul Robert poursuit ses recherches. Au gré de ses promenades et de ses voyages, il rapporte des briques de presque tous les départements de France, mais aussi de l'étranger. Je l'ai volé dans une distillerie de whisky en Irlande. Bon, alors que c'était sur un lieu en démolition, tout le monde avait acheté du whisky, ben moi j'avais volé une brique. En 1900, ce sont près de 200 briqueteries qui sont en activité dans le département de la Loire. En bon collectionneur, Paul Robert a même créé ce nuancier de briques selon la composition de l'argile. Nous, on se situe à peu près par là, notre région, on est par ici, sachant. Ça, c'est du Saint-Paul de Vézelin, ça, c'est la briqueterie régionale Roanne. Grâce au musée, le collectionneur veut sauvegarder un savoir-faire imbattable sur le sujet. Ce Ligérien s'est tout au long de ces années documenté sur cet artisanat. Ici, oui, la terre était écrasée ici, les séchoirs, la mise en forme, la terre et les fours. Ça, c'était ce qui représentait à peu près une briqueterie de l'époque. Toujours une briqueterie artisanale, où il y avait très peu de personnel, 3 ou 4 adultes, maximum 3 ou 4, oui, et beaucoup plus d'enfants. Aujourd'hui, son musée est voué à déménager, certes avec un peu d'amertume. Mais ce qu'il espère, c'est que ces briques puissent continuer à raconter des histoires aux visiteurs qui franchissent la porte. À Limoges, l'histoire s'écrit dans les pas du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La capitale de la porcelaine vient de créer un itinéraire bis pour les pèlerins.
Grâce à ce nouveau chemin, ils auront désormais le choix entre le tracé historique et le nouveau, qui leur permettra d'emprunter un circuit plus accessible et plus paisible le long de la Vienne. Ils pourront aussi découvrir les coquilles Saint-Jacques fabriquées en porcelaine de Limoges. Les précisions avec Alain Druot de la rédaction de 7 à Limoges sur place. Près de 2000 pèlerins traversent Limoges sur le chemin de Compostelle. Jusqu'à aujourd'hui, un itinéraire passé par la ville. Désormais, un itinéraire bis est proposé le long de la Vienne. Pour profiter du charme de la Vienne, voilà, pour peut-être pour certains pèlerins éviter de monter en centre-ville parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés par le patrimoine, voilà, ils sont pressés et donc l'itinéraire bis, c'est un itinéraire plutôt bucolique, voilà, qui nous permet de profiter des bords de Vienne. L'idée en fait, c'est de profiter de ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour renforcer l'effet bord de Vienne que l'on a instillé avec Émile Roger Lamberty au niveau de la municipalité. L'aménagement des bords de Vienne aujourd'hui, eh bien, il avance, il se développe et les chemins jacquaires font partie finalement de cet itinéraire supplémentaire. Aujourd'hui, on avait un itinéraire, je veux dire, ordinaire, classique, historique et qui traversait le pont Saint-Étienne. Eh bien, demain, il y a un itinéraire bis qui lui va longer les bords de Vienne. Eh bien, il participera pleinement à l'attractivité bien sûr des pèlerins, donc des extérieurs, mais aussi des Limougeaudes et des Limougeaux. Le nouvel itinéraire est balisé par des coquilles en porcelaine aux couleurs des chemins de Saint-Jacques. Avec les couleurs du chemin de Compostelle. Je pense que c'est ce qui était à peu près prévu, hein, il me semble, au niveau couleur et que ce soit le bleu ou le jaune. C'est une couleur qui est obtenue à haute température. Comme le bleu tour, on est dans la même lignée que le bleu tour. 20 coquilles vont servir de repères aux pèlerins. Leur pose est le résultat d'un long travail de préparation soumis à de multiples autorisations. Il faut des autorisations spéciales, surtout sur un site comme celui-ci, Pont Saint-Étienne, qui est un monument historique, évidemment classé par l'architecte des bâtiments de France, donc avec des recommandations et des prescriptions très précises. On est en présence de la pose de la première coquille, c'est 2 ans de travail avec l'élaboration du dossier, le choix du prestataire, la définition du sujet, les financements, les autorisations diverses, effectivement, les liens avec l'association des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec qui on a validé cet itinéraire bis, et surtout dans le cadre de Limoges, qui est une ville créative de l'UNESCO, et pour mettre enfin en valeur le patrimoine de céramistes, porcelaine de notre belle ville. En Martinique, maintenant, une association crée des décors naturels pour valoriser les sites touristiques de l'île. Un nid géant sur un rocher, une balançoire dans l'eau turquoise, autant de spots qui sont devenus très vite viraux sur les réseaux sociaux. Johan Boulard pour VIA TV sur place. Dernière vérification, avant que les visiteurs ne prennent place, sécurité oblige. On vérifie la visserie déjà, si tout est toujours bien serré en fait, et les nœuds. On règle par rapport à la hauteur. C'est souvent avec le poids, ça descend. L'opération est hebdomadaire depuis la mise en place de cette structure. Objectif, valoriser certains spots parfois méconnus. On habite une région touristique en Charente-Maritime, mais c'est vrai que personne n'a eu l'idée jusqu'à présent de faire ça. Sur notre plage de Saint-Georges-de-Didonne qui est très belle. L'édifice, une balançoire les pieds dans l'eau, réalisée en pain traité mesurant 6 mètres sur 4, entièrement financée par leurs propres deniers. La première des compétences, je dis que c'est la volonté. Ensuite, il faut également avoir de la disponibilité, puisque nous ne sommes pas du métier, on a tous une profession à côté. Au départ, on ne se connaissait pas tous, mais on avait un point commun qui est Chris. Donc c'est lui qui a initié le projet et nous nous sommes rencontrés et on a quand même remarqué qu'on partage les mêmes valeurs. Donc faire rayonner la Martinique. Depuis, les membres de l'association Valorisation Martinique ne se sont plus quittés. Plus au sud, c'est à Lens-Michel que nous marquerons une nouvelle étape de maintenance. Et comme le dit le dicton, petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors le nid, on l'avait vu déjà en photo et sur une rivière, vers une rivière, une cascade. Et on a trouvé en fait que c'était un super spot pour faire des photos. Et donc du coup, à partir de là, on a commencé à dessiner les plans, on a fait une réunion. L'idée séduit sur la toile. Les internautes se passent le mot et aujourd'hui, il faut avoir sa photo sur l'un des sites. Je suis beaucoup connectée, donc du coup j'ai vu ce spot photo ici. J'ai déjà été à Lens-Calaritan.
pour la balançoire, donc au Big Up à Valorisation Martinique. Et je suis abonnée, donc du coup je suis, et voilà. Ces jeunes ne s'arrêteront pas là et espèrent un rayonnement international. Dans le Nord, des sites ont d'ores et déjà été identifiés. Reste à passer à la phase de réalisation. Ils veulent cependant rester discrets quant au lieu et à la forme de leur prochaine création. Heureusement, les artistes et le public ont repris le chemin des spectacles et des festivals cet été. C'est le cas du Festival d'humour de Monte-Carlo, les Sérénissimes. Et cette année, le festival s'est délocalisé une nouvelle fois à Valberg, la célèbre station de l'arrière-pays de la Côte d'Azur. Mais cette fois-ci en extérieur, vous allez le voir. 6 humoristes, dont Célig, Denis Maréchal ou Vanessa Caillot, se sont produits devant le cadre majestueux du lac du Sénateur. Des spectacles en plein air qui ont le vent en poupe en ces périodes de Covid, comme nous l'explique le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesi, au micro de Christophe Rigaud. Je pense que c'est important, c'est ce que nous a amené aussi la crise sanitaire, la pandémie, la crise Covid, qui nous a fait découvrir que tout pouvait se produire à l'extérieur, y compris dans des conditions hivernales. On redécouvre le contact avec la nature, c'est un grand moment, c'est un bon moment. Le Mélezin qui verdoie autour de nous est aujourd'hui un cadre exceptionnel. Donc effectivement, être en extérieur, c'est un bon moment pour les humoristes aussi. Une idée de sortie, si vous êtes en Bretagne à présent, le musée de Faouette dans le Morbihan a lancé il y a quelques semaines sa nouvelle exposition, son nom, Le paysan breton dans la peinture. Décryptage avec Karine Chevrolier pour la chaîne TBO et la chaîne TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme en Bretagne. Des visages marqués par les éléments, des hommes façonnés par le dur labeur. Dès le début du 19e siècle, les peintres et dessinateurs trouvent plusieurs inspirations dans le paysan breton. Un petit peu effarouché, méfiant, et surtout il y avait l'aspect vestimentaire qui était intéressant par son pittoresque. Et puis le fait que les hommes au 19e siècle portaient encore pour certains les cheveux longs. Des scènes au fil des saisons, dans les champs et à la ferme, des rassemblements festifs et religieux, mais aussi des moments plus intimistes révélés par certains artistes. Certains se sont installés en Bretagne et sont devenus les voisins de paysans. Et donc ils ont été bien intégrés auprès donc, de ces populations. Ils ont sympathisé, si bien qu'ils ont pu pénétrer aussi dans leur intérieur et les représenter, vivre sereinement voilà, auprès de leur famille et dans des périodes de repos également. La dureté du travail occupe ici une place prépondérante. Œuvre représentative de ce monde paysan, cette peinture de Paul Sérusier datée de 1920. On voit sur cette peinture des mouvements, des courbes très intéressantes que Sérusier fait épouser également au fourcher de foin et que ces hommes portent avec difficulté. On sent le travail, la pénibilité du labeur. 160 œuvres retracent ainsi l'évolution de l'agriculture du 19e au 20e siècle, mais une réflexion s'ouvre également sur des valeurs telles que la terre et le retour à la terre, l'évolution des pratiques que nous connaissons aujourd'hui. Et si nous prenions un bon bol d'air frais maintenant pour terminer ce journal, sur les bords du lac Léman, la réputation du village d'Ivoire n'est plus à faire. La cité médiévale regorge de trésors comme le jardin des 5 sens, un jardin unique et enivrant. Victoria Lopez a visité pour nous ce havre de paix et de couleurs, un reportage de 8 Mont-Blanc sur place. Derrière ces portes se cache un jardin secret. Imaginé par la famille Bouvier d'Ivoire, il invite les visiteurs à le contempler depuis plus de 30 ans. Dans les 2500 mètres carrés de jardin, 1500 variétés de plantes dévoilent leurs couleurs, leurs odeurs et leur curiosité, à l'image de la scabieuse ping-pong. On s'aperçoit que ça ressemble aussi à un volant de badminton, vraiment. Pourquoi ? Parce que la plante, elle sait très bien comment marche la nature. On a une graine ici assez lourde qui va permettre au poids d'amener la graine vers le bas pour qu'elle se plante directement dans la terre. Le petit volant pour partir le plus loin possible au vent. Le carré des plantes médicinales abrite lui des variétés aux différentes vertus, certaines seraient même magiques. Le mot mandragore, ça rappelle Harry Potter et il y a bien des histoires derrière elle parce que même sur des enluminures du Moyen-Âge,
on voit la représentation de cette plante, cette fameuse mandragore, avec un corps à la place de la racine, et on voit des paysans vouloir l'arracher, mais pas être bien rassurés. Du coup, ils attachaient un chien autour de la plante, ils proposaient le repas du chien un peu plus loin pour que le chien tire et arrache la plante, parce que tout le monde était persuadé que cette plante, si on l'arrachait, elle criait et jetait des mauvais sorts. À côté de la mandragore, la bryonia, également appelée navet du diable ou la digitale. Des plantes aux bienfaits certains, mais qui s'avèrent toxiques si on les touche ou les ingère sans l'intermédiaire d'une transformation par les laborantins. Non loin de là, la rose d'ivoire, qui fête son premier anniversaire, se laisse caresser des yeux et du bout des doigts. Voilà de bien belles images pour conclure cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition et un tour complet de l'actualité estivale des territoires. Au revoir à tous.